Alors bonjour à chacune et chacun, je suis heureux de participer à cette journée internationale du vivre ensemble en paix. Depuis bientôt 25 ans que j'accompagne les personnes à travers les cycles et saisons de l'existence, j'ai acquis cette conviction profonde, nous avons un dénominateur commun où que nous soyons sur la planète, nous cherchons à vivre ensemble en paix. Ça semble être l'élan de base de tout humain à travers la planète. Et si c'est ça l'élan de 7 milliards et bientôt bien plus d'êtres humains à travers la planète, qu'est-ce qui fait que c'est pas ça que nous vivons? Qu'est-ce qui fait que c'est pas ça que nous vivons au quotidien dans chacune de nos journées? Peut-être avons-nous besoin de porter notre attention sur certains mécanismes qui empêchent cette qualité de relation avec soi-même et avec les autres. Car bien sûr, on le comprend, la première personne avec qui nous avons sans doute besoin d'apprendre à bien vivre ensemble et en paix, c'est nous, toutes les parties de nous. Or, cet enjeu de la connaissance de soi, de l'écoute de soi, de l'empathie pour soi, de la compréhension de nos émotions, de nos besoins, de nos élans de vie, cet enjeu-là ne fait pas partie de nos formations. On n'apprend pas ça à l'école, ni primaire, ni secondaire, et encore moins dans les universités. Et j'en sais quelque chose pour avoir exercé un métier d'avocat qui consiste à essayer de comprendre ce que les humains souhaitent vivre, leurs émotions, et j'ai pas reçu un cours d'écoute ni un cours d'intelligence émotionnelle. Nous sommes donc très pauvres. Il s'agit donc d'apprendre à comprendre les enjeux émotionnels des êtres humains pour pouvoir mieux vivre en paix. Et pour ça, nous avons besoin de prendre conscience de ceci. La paix, ça s'apprend. La paix, ça s'apprend comme les maths ou le foot ou la conduite d'une voiture ou les langues étrangères. Tout cela fait l'objet d'apprentissage et c'est étonnant de voir comme nous sommes familiers de toutes sortes d'apprentissages depuis notre tendre enfance et pour des choses qui sont agréables comme pratiquer un sport, connaître de nouvelles matières, pratiquer les langues, conduire une voiture, tout ça est très agréable mais pas fondamental pour être un être humain heureux. Par contre, pour ce qui est de la paix, qui est un enjeu fondamental pour pouvoir être un être humain heureux et déployant de la joie autour de soi, ces apprentissages-là, curieusement, on ne les fait pas. On suppose que la paix va venir par hasard, alors que ce n'est pas le fruit d'une invocation, d'une incantation même très fervente. La paix, c'est une pratique, c'est un apprentissage. Si on sait faire la guerre, c'est parce qu'on s'y discipline. Et donc, si on sait faire la paix, c'est parce qu'on s'y discipline. Il est peut-être temps d'apprendre une discipline de paix, un travail d'apprentissage régulier, profond, demandant des efforts, de la remise en question, demandant des compétences à acquérir, demandant peut-être un peu d'accompagnement, comme on l'a fait pour apprendre un sport ou la conduite d'une voiture. On n'a pas appris ça tout seul, on s'est fait aider et petit à petit, la nouvelle compétence s'intègre. Ce thème est celui d'un petit ouvrage que j'ai coécrit avec mon ami David Van Reybrouck, qui est un historien belge, journaliste, auteur, très, très apprécié, très érudit. Et nous avons réagi aux attentats de Paris, d'abord Bataclan et les terrasses, ensuite les attentats de Bruxelles, en nous disant tous les deux, on ne peut pas rester là les bras ballants devant des nouvelles qui ne parlent que de renforcement des frontières, des mesures de sécurité, de peut-être reconstruire des prisons pour stocker encore plus de délinquants. Tout ça nous paraît complètement en aval du phénomène de la tragédie auquel on vient d'assister et il semble que personne ne s'interroge en amont Qu'est-ce qui fait que nous avons réussi à créer des sociétés qui organisent de telles poches de frustration, de misère, de désespoir que des personnes viennent se faire exploser sur des terrasses ou dans des salles de spectacle pour se venger de quelque chose ou en tout cas essayer d'exprimer un message. Il est peut-être temps qu'on s'intéresse à cette mécanique-là pour éviter que ça se reproduise. Et nous ne voyions pas ça dans les journaux, dans les médias à cette époque et on s'est dit il faut faire passer deux messages essentiels. Le premier, je viens de vous le dire, la paix, ça prend, ça ne va pas venir par hasard. On a appris les maths, l'histoire, la géographie, la conduite de voiture, Internet. Il est temps d'avoir des pratiques de pacification. Et le deuxième message, c'est que des outils extrêmement performants existent. Mais ils sont encore extrêmement ignorés, tant du grand public que de nos dirigeants qui ne pense à la violence qu'en aval. Comment on va contingenter, comprimer, enfermer, mais pas comment on va éviter que ça se crée. Et ça demande un petit peu de recul pour aller observer les mécanismes qui nous amènent tôt ou tard, même les personnes les mieux intentionnées et qui parmi nous n'aura pas eu envie de porter peut-être par moment un geste violent parce que la colère est là. Nous avons donc besoin de comprendre qu'est-ce qui fait que nous pourrions passer à l'acte et comment éviter ce geste-là. Alors,
J'aime beaucoup rappeler dans mon travail cette formule de Paul Václavic, le père de l'analyse des systèmes relationnels, fondateur de l'école de Palo Alto, qui disait: si l'on fait ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Et la plupart du temps, quand on entend cette phrase, on se dit oui, c'est évident, il faut faire autrement dans notre rapport à soi, le rapport à l'autre, au conjoint, aux enfants, aux élèves, aux, aux équipes dans le travail, mais aussi à la ressource, à la nature. Nous devons tous faire autrement par rapport au climat, bien sûr, mais comment allons-nous faire autrement si nous pensons pareil? C'est juste impossible. C'est juste impossible. La seule façon d'obtenir autre chose, c'est de faire autrement, on est bien d'accord, mais pour pouvoir faire autrement, nous avons besoin de penser autrement. Et ça demande de revisiter le système de pensée qui a prévalu aux choix, aux attitudes, aux comportements qui nous ont fait faire ceci et obtenir cela. Et donc remonter en amont, à l'intérieur de soi-même, en s'asseyant dans la chaise du discernement pour se dire: tiens, si je pense comme ça, j'agis comme ça et j'obtiens ça, est-ce que ça me convient? Est-ce que ça convient à mes proches, aux autres, à la société? Et est-ce que ça se convient au monde et à la vie? 3 axes. Et si la réponse est non à l'un de ces actes, eh bien ça demande que je veuille bien mettre en question mon système de pensée et m'inviter à pivoter à l'intérieur de moi-même, pour penser autrement, faire autrement et obtenir autre chose. C'est ce pivotement auquel nous sommes invités si nous voulons avancer vers un état de paix. Et ça n'est pas facile parce que nous sommes très casaniers. On aime bien nos vieilles habitudes, même si elles ne sont pas heureuses. Et la plupart des thérapeutes confirmeront que nous préférons un malheur bien connu à un bonheur inconnu. C'est surprenant. Mais le malheur bien connu, il a le bénéfice d'être bien connu, on est habitué. Et donc se dire: oh, je vais quitter mes habitudes de fonctionnement, ça fait un peu peur, c'est surprenant, mais c'est fondamental d'accepter ce pivotement pour évoluer vers l'inconnu en revisitant notre système de pensée. Et voici 5 programmations, 5 conditionnements qui ont vraiment colonisé notre imaginaire collectif. Nous n'imaginons pas souvent pouvoir fonctionner sans ces habitudes-là. Et donc c'est précieux de les porter à la conscience pour pouvoir transformer ces fonctionnements. Le premier de ces conditionnements, c'est l'imprégnation dans ce que j'appelle dans mon travail une culture du malheur, qui peut amener un certain culte du malheur. Je veux dire par là que nous avons grandi dans une histoire qui a pu être vraiment tragique. L'Europe, pour prendre cet exemple, était un champ de bataille tous les 25 ou 30 ans. Particulièrement la Belgique, qui est mon pays, était traversée de gauche et de droite, du nord au sud, très régulièrement. La jeunesse servait de chair à canon, et quand il n'y avait pas de guerre, les épidémies ou le manque d'hygiène assuraient une énorme mortalité. On peut comprendre que le disque dur individuel et collectif se soit un petit peu encodé dans cette idée qu'on n'est pas là pour rigoler. On est là pour en baver, on est là pour souffrir, on est dans une vallée de larmes. Et si c'est ça qui reste imprégné en nous aujourd'hui, alors que nous sommes infiniment plus en paix, que nous avons un accès à la santé, à l'éducation, etc., si c'est ça qui reste dans notre esprit, cela génère des mécanismes d'auto-sabotage. Évidemment, comme on l'a dit au début, nous cherchons à vivre heureux en paix ensemble, et nous tendons vers un état de bonheur contagieux, rayonnant. Et cependant, la première personne qui nous empêche cet état de bonheur, eh bien c'est nous. C'est nous, nous n'aimons pas voir ça. Souvent c'est plus facile, ou en tout cas plus habituel, d'accuser quelqu'un, papa, maman, l'éducation, le contexte familial, etc. Et puis après c'est le patron, les collègues, les voisins, l'État. C'est plus facile de reprocher, critiquer, que de se remettre en question et de voir comment est-ce que je peux transformer les choses. Je n'ai pas de pouvoir directement sur ce qui m'arrive, ça on est bien d'accord. Mais j'ai toujours du pouvoir sur comment je vais vivre ce qui m'arrive. Et ça demande un petit peu d'intériorité et de recul. Si je me maintiens dans cette idée qu'on n'est pas là pour rigoler, non seulement je banalise les tensions, voire même la brutalité quotidienne, ordinaire, mais parfois j'en remets une couche. Quand il y a un différend avec mon conjoint, mes enfants, mon ado adorable, au lieu de me poster à l'écoute dans la tentative de comprendre cet humain-là, souvent j'argumente pour avoir raison, je rajoute une petite pique de l'ironie et je contribue à ce que les choses n'aillent pas
plutôt que de contribuer à ce qu'elles aillent. C'est ce formatage de la culture du malheur et d'une façon assez générale, nous savons ressasser ce qui va pas, ce qui va plus, ce qui nous a fait souffrir, plutôt que nous enchanter de ce qui va bien, de ce qui est, de ce que nous avons. C'est une vieille habitude, nous avons urgemment besoin de nous défaire de ça et de travailler à revisiter ce logiciel pour prendre conscience, comme nous le rappellent la plupart des traditions spirituelles et philosophiques à travers le monde, c'est que nous sommes sur Terre pour nous enchanter d'être en vie et propager de l'enchantement. Et ce, bien sûr, sans angélisme, parce que c'est à travers les difficultés, à travers les épreuves, à travers les deuils, à travers les conflits, que nous avons besoin de trouver cet état de paix, je l'appelle un état de paix intérieur, profond, stable et transportable à travers les difficultés et qui se révèle contagieux et rayonnant. C'est à cet état de paix que nous sommes invités à travailler. Donc, premier enjeu, nous employer à créer une culture de la joie, une culture de la paix, une culture de l'enchantement, une culture de l'émerveillement, une culture de la gratitude pour ce qu'il y a, plutôt que de la plainte pour ce qu'il n'y a pas. Et ça change significativement la dynamique et l'énergie intime, tant de soi-même que des groupes, le couple, la famille, la classe, l'équipe de travail, lorsqu'on apprend à se remercier, à se congratuler, à célébrer ce qui va bien, plutôt qu'à se plaindre de ce qui ne va pas. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas s'occuper de ce qui ne va pas, on est bien d'accord. Le deuxième conditionnement, la deuxième programmation qui peut vraiment nous plomber, c'est l'habitude de vivre les rapports humains comme des rapports de force dès qu'un différend s'installe. Quand tout va bien, mais dès qu'il y a une différence, au lieu de s'intéresser à cela et de comprendre comment on va retrouver un point de rencontre, la plupart du temps, on renforce la différence. Et je vous invite à faire ce petit exercice tout simple. Quand un différend apparaîtra avec votre conjoint chéri, vos enfants, votre ado adorable, etc., votre vieille maman, eh bien, est-ce que la disposition de cœur est l'ouverture, la tendresse, l'accueil inconditionnel de la différence, l'acceptation de la remise en question de vos positions? Est-ce que c'est ça qui vous habite? Vérifiez si ce qui vous habite, dès que la différence s'installe, ce n'est pas plutôt l'envie un peu d'en découdre, l'envie d'avoir raison, de soumettre l'autre à votre position, de renforcer l'image de vous-même. C'est une habitude. Pourquoi fonctionnons-nous comme ça? Nous pouvons très bien changer, mais ça demande, vous l'aurez perçu, de pas mal revoir le vieux logiciel des rapports de force pour créer des rapports de collaboration, de co-création, de connivence, de complicité même, des rapports de compagnonnage, des rapports de respect mutuel. Ça, le respect, vous l'aurez sans doute perçu, ça ne s'édicte pas, ça ne se prêche pas, ça ne se conseille peut-être même pas, ça se pratique, ça se témoigne par une façon d'être et cela commence bien sûr par le respect de soi. La plupart du temps, la difficulté à respecter l'autre dans ce qu'il est vraiment, dans sa différence, c'est le reflet d'une difficulté que nous avons à nous accueillir nous-mêmes dans notre propre différence. Le respect, ça commence par l'écoute. Et l'écoute, c'est quelque chose d'assez difficile pour beaucoup d'entre nous. Nous n'avons pas appris à écouter. Nous pensons que nous savons écouter. Écouter, c'est là, sur nous, pour être complètement avec l'autre. Et c'est difficile parce que nous sommes souvent encombrés par des attitudes gentilles, de vouloir consoler, conseiller, trouver des solutions, répondre à la place de l'autre, savoir mieux que l'autre ce qu'il ou elle devrait faire. Et ça, c'est pas de l'écoute. Donc, une des premières démarches pour entrer dans un rapport de respect, c'est d'apprendre à écouter. Et ça va nous permettre de sortir des rapports de force où c'est moi qui sais et tu vas écouter mon bon conseil. Ça demande un peu d'éveil à la relation et à l'empathie. Puis la troisième programmation, c'est l'habitude de vivre dans des rapports de méfiance plutôt que de confiance, avec une attitude physique qui est plutôt de fermeture-contraction par rapport à la nouveauté, à la différence, à ce qui va arriver, que d'ouverture-expansion. Or, la vraie joie, c'est l'expansion, vous l'aurez perçu, quand vous allez à une fête, quand vous retrouvez des amis, quand vous préparez un bon repas, quand vous dansez, quand vous créez, quand vous chantez, vous êtes dans une attitude d'expansion. C'est précieux d'être à l'écoute de son corps pour pouvoir se maintenir le plus possible dans des états d'expansion, des états d'ouverture, plutôt que des états de fermeture. Ça demande un peu d'attention. Et de travail sur la confiance, sur le lâcher-prise, sur la capacité d'abandon,
J'ai pu observer dans mon travail d'accompagnement des personnes combien beaucoup de tensions et donc de violences, donc souvent de violences, viennent de ce que nous contrôlons tout, nous ne lâchons pas prise, nous voulons tout programmer et ça crée beaucoup de difficultés. Nous avons besoin d'apprendre à nous faire confiance en nous, à faire confiance aux autres et à faire confiance dans la vie. J'ai acquis cette conviction profonde que la vie nous veut du bien. Elle souhaite notre éveil et notre ouverture, mais ça demande de bien l'écouter et d'accepter que ces leçons ne sont pas nécessairement confortables, on est bien d'accord. Cependant, si nous pouvons tirer la leçon, eh bien là, nous allons grandir et passer à des paliers de conscience plus éveillés, plus paisibles, plus joyeux et plus contagieux de la joie. Une quatrième programmation est celle de la séparation. Nous avons créé un monde basé sur un je, me, moi, souvent égoïste, parfois même avide, face à un tu, te, toi vécu comme hostile, parfois même menaçant. Et dans cette division, nous avons oublié le nous avons oublié le nous tous, pas juste le nous autres contre vous autres qui recrée des clivages et des séparations comme malheureusement ça se vit tellement entre évidemment les partis politiques, mais parfois les quartiers d'un village, parfois même évidemment entre les religions, beaucoup de divisions dans ce qui devrait en principe nous rassembler. Nous avons donc besoin de travailler la conscience du nous et ça devrait être l'essence de la scolarité. On crée du nous, de la coopération, du partage, plus de rapports de force, plus de rapports de pouvoir, plus de rapports de compétition, des jeux coopératifs pour que nous sentions que s'éveille profondément en nous ce goût d'être ensemble et de co-créer. Et cette séparation se vit également par rapport à la nature, à la terre, au cycle et aux saisons. De plus en plus d'humains, plus de la majorité depuis peu vivent en ville, coupés du sol, coupés de la terre-mère, et avec souvent donc une impression d'isolement, de solitude, de non-appartenance. Nous avons absolument besoin de reforger ce lien d'appartenance à la terre, à la planète, et de quitter cette habitude de séparation. J'aime rappeler que nous ne sommes séparés de rien, si ce n'est par nos pensées qui divisent, qui cloisonnent et qui organisent des tiroirs qui s'opposent. C'est nos systèmes de pensée qui nous font croire que nous sommes séparés, isolés. Nous avons besoin de retrouver la sensation profonde d'appartenir à un monde vivant, d'appartenir à un projet qui vient bien au-delà de notre petite existence et dans lequel, bien sûr, la dimension de l'esprit qui souffle, la dimension spirituelle est essentielle pour ressentir cette connivence avec toute chose, ce lien entre toutes choses. Et enfin, dernier piège, dernière programmation, dernier conditionnement dans lequel nous sommes très pris collectivement, c'est le piège du faire, F-A-I-R-E. Nous sommes très programmés à faire, quitte à en oublier d'être. Et le risque, vous l'aurez perçu, c'est que si j'ajoute de plus en plus de choses dans ma vie, eh bien, inévitablement, il y a de moins en moins de vie dans les choses à faire. Tout est comprimé, compacté. Et il n'y a plus de temps pour respirer, il n'y a plus de temps pour m'inspirer, il n'y a plus de temps pour m'ancrer, il n'y a plus de temps pour capter le souffle et me laisser guider, il n'y a plus de temps pour être avec l'autre, accueillir l'autre profondément, accueillir la vie telle qu'elle est. La course à tout bien faire est un piège dont nous avons besoin d'apprendre à sortir. Et une de ces manifestations les plus stressantes est le rapport au temps, qui est combatif. Nous avons entretenu un rapport au temps combatif depuis quelques générations, depuis l'ère industrielle en tout cas, et il est temps de pacifier cet enjeu-là. Nous n'aurons de rapport paisible avec personne, à commencer avec nous-mêmes, si nous nous entretenons dans un rapport hostile avec cet enjeu de base qu'est le temps. Pour nous humains incarnés dans cette chair, nous avons absolument besoin d'apprendre à pacifier notre rapport au temps, à avoir un rapport au temps qui soit doux, respectueux, fécond, un compagnonnage. Et je peux vous assurer que j'en parle comme quelqu'un qui s'est battu contre le temps longtemps. Jusqu'à l'âge de 36-37 ans, je me battais contre le temps, j'étais dans la course éperdue. J'ai vraiment eu besoin d'apprendre à pacifier mon rapport au temps. Et voilà une clé pour ce qui est d'apprendre la paix et d'apprendre un des enjeux du vivre ensemble, avoir un rapport au temps qui soit doux. Dans la pratique que j'enseigne et qui est la communication non violente, nous avons cette petite formule, le lien d'abord, le résultat ensuite.
Le lien d'abord, la relation d'abord, la qualité d'être ensemble d'abord, le résultat ensuite, et vous observez que c'est juste à l'inverse de nos habitudes de fonctionnement, où c'est le résultat d'abord, range ta chambre, fais tes devoirs, prends ta douche, brosse tes dents, et la relation après, s'il reste du temps, mais désolé, il n'y a plus de temps. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas au résultat, on va s'occuper du résultat, mais dans le cadre d'une relation qui est forte, dans un nous qui est fécond, et ce qui évite énormément de friction, d'incompréhension. Lorsqu'on se comprend bien, qu'on a du plaisir à être ensemble, les choses à faire s'ajustent de façon assez surprenante. Et inversement, vous l'aurez perçu, lorsqu'on ne se comprend pas, qu'on n'a pas de plaisir à se comprendre et qu'il n'y a pas de nous, alors les frictions s'installent. Vous voyez combien nous avons besoin de transformer nos habitudes. Je propose de conclure en nous invitant, je ne sais pas combien de personnes assisteront à cette conférence dans l'amphithéâtre virtuel. Je souhaite que chacun de nous puisse se mobiliser à faire connaître ces deux enjeux. La paix, ça s'apprend et des outils existent. Je viens de parler de la communication non violente que j'enseigne depuis 25 ans et qui est un processus qui permet vraiment de démasquer ces programmations, ces systèmes à l'intérieur de nos fonctionnements et d'éviter d'y tomber. Et l'appellation communication non violente ne rend pas compte de toute la puissance de ce processus. Et donc c'est un des outils que bien sûr je recommande chaleureusement. Toutefois, il y en a bien d'autres et il y en a suffisamment pour que chacun, chacune d'entre nous y trouve ce qui lui convient, ce qui lui parle, ce qui l'aide à se transformer, à s'éveiller. Et je nous propose donc de faire connaître ça autour de nous, d'aller frapper aux portes des écoles, des directions d'écoles, des églises, bien sûr, des administrations, des hôpitaux, des associations avec lesquelles nous sommes en rapport. Imaginez la puissance qui est en nous si nous allons chaque fois dire mais nous avons besoin que nos enfants apprennent la connaissance de soi, la gestion des émotions, l'empathie pour l'autre, la médiation non violente des conflits. Nous voulons que dans nos équipes de travail, dans l'hôpital, dans l'administration, dans le ministère, etc., nous ayons des cours de connaissance de soi. Imaginez la puissance de cette émeute citoyenne si chacun de nous demande là où il est à avoir la possibilité d'intégrer ces outils-là. Je pense que nous pouvons vraiment significativement contribuer à un éveil de la conscience dont notre humanité a grand besoin. Merci beaucoup, belle et bonne journée à chacune et chacun d'entre vous.